Vous écoutez RFI, les 6h30 à Abidjan et Bamako, 8h30 à Paris. Céline Pellarin. Et bienvenue dans Afrique Matin. Si vous nous rejoignez à la une de ce lundi 15 octobre, la tension post-électorale en Côte d'Ivoire. La commission électorale doit encore annoncer des résultats aujourd'hui après les municipales et les régionales de samedi. Nous ferons le point sur les premières annonces avec l'un de nos correspondants dès le début de ce journal. Au Mali, déplacement du Premier ministre ce week-end dans la région de Mopti, une zone du centre du pays encore marquée par les activités des djihadistes. Mais Soumeila Bebey Maïga affirme le renforcement de l'administration et des forces de sécurité. Est-ce suffisant pour rassurer les populations? Dans l'actualité également, en Guinée, séjournée ville morte à l'appel de l'opposition. En Gambie, début des travaux de la commission chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime de Yahya Jammeh. Et c'est aujourd'hui l'ouverture d'une école internationale d'officiers pour les militaires du G5 Sahel. En Côte d'Ivoire, les premiers résultats des élections municipales et régionales de samedi ont commencé à être donnés hier. Mais on entend la suite aujourd'hui de la part de la commission électorale indépendante. Dans le même temps, dans le pays, la tension post-électorale était conséquente, notamment à Abidjan. Des accusations de fraude ont été rapportées. Correspondance de Frédéric Gara. La victoire du ministre d'État Ahmed Bakayoko face au poulain de Guillaume Soro à Bobo, celle de Jean-Marc Yassé du PDCI à Cocody face au maire sortant et dissident du PDCI Mathias Ngohan, étaient quelques-uns des résultats attendus hier. Mais tandis que la commission électorale égrenait laborieusement ses résultats à la télévision nationale, la tension montait sensiblement hier dans bon nombre de circonscriptions. Le paroxysme, ce sont les 2 morts signalés près de Ségala où des supporters d'un candidat indépendant s'attaquant aux forces de l'ordre ont été tués dans les affrontements. Hier soir, au Plateau, quartier d'affaires d'Abidjan, une marche des supporters du candidat PDCI, Jacques Ewo, était organisée pour dénoncer des manipulations de procès-verbaux de vote en faveur du candidat RHDP, Fabrice Sawénion. Ce dernier, joint par l'agence France Presse, réfute catégoriquement ces allégations. Des scènes ou des dénonciations similaires ont eu lieu à Port-Boué, à Grand-Bassam, à Bondoukou, à Diabo ou à Tibissou. Hier, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakogi-Kawe, dénonçait, je cite, un braquage éhonté des résultats qui restent à venir pour ces municipales ou ces régionales. Des scrutins dont le déroulement et les conclusions faisaient office de répétition générale avant la présidentielle de 2020. Frédéric Gara, Abidjan, RFI. Et parmi les noms des candidats qui l'ont emporté au municipal en Côte d'Ivoire, il y en a un qui a été remarqué, celui d'un ancien joueur de football, Bonaventure Kalou, double vainqueur de la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain et Auxerre. Il compte une 50aine de sélections avec les éléphants également. Il devient maire de la ville de Vavois, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre malien était en déplacement dans le centre du pays ce week-end. Soumeila Bebey Maïga s'est rendu dans 2 localités de la région de Mopti où les djihadistes restent actifs, à Togéré Koumbé et à Tenenkou. C'est là que le préfet a été enlevé. Il y a plusieurs fois, le chef du gouvernement malien a annoncé le renforcement de l'administration et du dispositif sécuritaire devant la population de Tenenkou. Est-ce que ces déclarations seront suffisantes pour que le quotidien des habitants redevienne normal? Les précisions de Serge Daniel. À Tenenkou comme à Togéré, localité située dans le centre du Mali, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu sur place une délégation officielle venue de Bamako. En faisant le déplacement, le Premier ministre Soumeila Bebey Maïga a marqué un point. Togéré par exemple, où il y a encore un moment, les djihadistes imposaient leur loi, pas de marché, les femmes séparées des hommes sur les lieux publics et l'application de la charia. Sur place, désormais, les militaires maliens contrôlent la localité. Ils sont nombreux, bien équipés. Nous les avons vus, mais la victoire est loin d'être totale. Les djihadistes sont désormais à la périphérie de Togéré. Ils assiègent toujours la ville. Quasiment personne ne rentre, personne ne sort. Comment les repousser alors définitivement en cette période d'hivernage? La zone est inondée. Ensuite, c'est bien de reprendre le contrôle de la localité, de redéployer l'armée et un embryon d'administration. Mais il reste à remettre en état de marche le système de santé et d'éducation par exemple. On le voit, la tâche n'est pas terminée et c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Serge Daniel, Bamako, RFI. En Guinée, aujourd'hui et demain, c'est journée ville morte à l'appel de l'opposition. Un mouvement à Conakry, dans les grandes villes du pays, pour dénoncer des irrégularités lors de l'installation par le pouvoir de conseils municipaux. C'est ce que dit l'UFDG de Selou, d'Alain Diallo. Il accuse également le parti présidentiel, le RPG, de corruption, installant ses exécutifs au compte-gouttes volontairement. De son côté, le RPG réfute les accusations de l'opposition. Les explications de Julie Vandal. L'opposition
l'opposition se dit frustrée par les irrégularités qui entachent l'installation des exécutifs des conseils communaux. Pour l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ces irrégularités se font en violation des dispositions légales et surtout de l'accord politique du 8 août 2018. Cellou Dalein Diallo est le président de l'UFDG. Il accuse le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG au pouvoir, et les administrateurs territoriaux de corruption. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité sur le calendrier d'installation des exécutifs dans les communes. Ils n'ont pris aucun acte. Ils installent à leur guise lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont suffisamment forts, qu'ils ont corrompu, acheté les consciences des élus de l'opposition. C'est inacceptable. L'opposition ne peut plus accepter ça et a décidé de reprendre sa série de manifestations. Des accusations infondées selon la mouvance présidentielle. Le RPG estime que ces retards et cette absence de visibilité du calendrier ne leur sont pas imputables. Souleymane Keïta, coordinateur de la cellule communication du RPG. Nous sommes soumis à un processus de calendrier défini par le ministère en charge de l'administration des territoires. Nous ne sommes pas dans un parti État. C'est vrai que le RPG Arc-en-Ciel est le parti au pouvoir, mais la gestion du parti est tout autre. Voilà, il n'y a pas de confusion possible. Ça ne relève pas de nous. Le 8 août 2018, opposition et pouvoir avaient signé un accord censé mettre un terme à 6 mois de crise post-électorale. Cet accord de compromis devait ouvrir la voie à l'installation des élus locaux sur l'ensemble du territoire. Julie Vandal, il est 6h36 à Banjul. C'est aujourd'hui que la Gambie inaugure une commission chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime de Yahya Jammeh. Au terme de ses travaux, cette commission, qui représente l'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays, pourra recommander des poursuites ou des réparations. Un processus qui débute plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président qui est resté 22 ans au pouvoir. Claire Bargelès. Les 11 commissaires gambiens qui prêteront serment tout à l'heure sont 4 femmes et 7 hommes de différentes régions, ethnies et religions. Et parmi eux se trouve leur président, un ancien cadre des Nations Unies. Ces commissaires auront 2 ans pour enquêter sur toute la période de règne de Yahya Jammeh, du coup d'État de juillet 1994 jusqu'au départ de l'ancien leader en janvier 2017. Un travail basé sur le recueil de témoignages et sur des audiences publiques pour certains dossiers clés qui pourraient commencer dès la fin du mois, selon le secrétaire exécutif de la commission. Le but est donc de donner la parole aux Gambiens pour établir la vérité, mais aussi pour créer un dialogue national afin de comprendre les mécanismes qui ont rendu possible un tel régime. L'institution n'est donc pas un tribunal, mais elle pourra recommander des poursuites judiciaires contre certains responsables ou bien des amnisties sous certaines conditions pour ceux qui acceptent de témoigner. Et elle aura aussi la charge de répartir des réparations financières ou symboliques. Claire Bargelès, Banjul, RFI. En Gambie, les défenseurs des droits de l'homme accusent en effet le régime Jammeh d'actes systématiques de torture contre des opposants et des journalistes, d'exécutions extrajudiciaires, de détention arbitraire et disparitions forcées. Yahya Jammeh, après 22 ans de pouvoir autoritaire sur la Gambie, a trouvé refuge en Guinée équatoriale. Dans un charnier près de Sirte, en Libye, ancien bastion de l'organisation djihadiste État islamique, plus de 100 corps ont été découverts dans la localité d'Al-Dahir. Les djihadistes ont été chassés de Sirte fin 2016 par les forces gouvernementales libyennes. Des analyses sont en cours pour essayer de déterminer les identités des victimes. RFI à Nouakchott, 103.3 FM. En Mauritanie, c'est la rentrée des classes pour les officiers du collège de défense du G5 Sahel. Un peu moins d'une quarantaine d'élèves venus des 5 pays de la région rejoignent aujourd'hui les bancs de l'école de guerre. Ils vont y suivre une formation opérationnelle et académique pendant 9 mois. Cet établissement de haut niveau est une volonté politique des pays de la région afin d'améliorer et de globaliser les opérations multinationales du G5 Sahel. Les précisions d'Olivier Four. Le collège de défense de Nouakchott, à la base, une initiative mauritanienne, présentée comme la première école de guerre transnationale au monde. Les bâtiments sont sortis de terre, financés par un pays du Golfe, et c'est un général mauritanien qui est à sa tête, le général de brigade Brahim Val. Le projet a été soutenu depuis son origine par le ministère français des Affaires étrangères, rappelle-t-on à Paris, avec un investissement total d'1 million d'euros depuis le départ et la mise en place d'un coopérant français. À partir de lundi, les choses sérieuses commencent pour les 37 stagiaires de la toute première promotion, des officiers issus des 5 pays du G5 ayant tous entre 5 et 20 ans d'expérience. Objectif, former le haut commandement militaire pour disposer de cadres à même d'organiser des opérations, gérer leur soutien logistique, conduire des missions de combat
dans le respect du droit des conflits armés. À terme, l'école devrait permettre de renforcer la coopération et l'efficacité des armées du G5, à condition que la greffe prenne, car il n'est pas évident de faire travailler ensemble des officiers qui n'ont pas nécessairement la même culture ni la même langue, sans compter les coûts liés au transport par avion d'élèves venant de toute la région. Et selon nos informations, le budget annuel de fonctionnement du collège de défense du G5 Sahel serait de l'ordre de 800 000 €. Eux ont quitté les bancs de l'académie militaire il y a un certain temps en Algérie. Ils ont même été mis d'office à la retraite. Après leur limogeage, 5 anciens généraux ont été placés hier en détention provisoire pour des malversations présumées. Ces 5 gradés avaient été mis à la retraite dans le cadre d'une vague de limogeage ayant touché ces 3 derniers mois la haute hiérarchie militaire algérienne. Et cela intervient à 8 mois de la présidentielle de 2019 où l'on ne sait pas encore si le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, à 81 ans et affaibli, se présentera pour un 5e mandat. Dans le nord-est du Nigeria, 2 soldats ont été tués et 9 blessés dans 2 explosions de mines. Les 2 attaques se sont produites à une distance de 140 km, mais toutes les 2 sont proches de la frontière avec le Cameroun. Boko Haram a intensifié ces derniers mois ses attaques contre des cibles militaires dans les États de Borno et de Yobe. Boko Haram, dont l'ultimatum va bientôt prendre fin au Nigeria. Le groupe djihadiste menace d'exécuter 2 otages si une rançon n'est pas versée. Les 2 travailleuses humanitaires enlevées en mars dans le nord-est du pays étaient 3 à l'origine. Le groupe djihadiste a assassiné quelques semaines plus tard une jeune sage-femme. Moins de 24 heures avant la date limite, la Croix-Rouge a appelé les autorités nigériennes à obtenir leur libération. Le Nigeria, qui est à 4 mois de la présidentielle, et le chef de l'État sortant ordonne une nouvelle mesure pour lutter contre la corruption. Muhammadu Buhari a demandé aux services de renseignement de placer une 50aine de personnalités sur une liste de suspects à surveiller. Et ces personnes ne peuvent pas quitter le pays pour l'instant. Pour Garba Shehu, porte-parole de la présidence, c'était une procédure nécessaire. Nous avons un problème particulier dans le pays. Tout soupçon de corruption doit être prouvé devant un tribunal. Sauf que les procès prennent du temps. Certains procès durent 10, voire 15 ans. Et beaucoup de ces procès pour corruption n'aboutissent jamais, car les gens utilisent les fonds qu'ils avaient volés. Alors, que dit cet ordre numéro 6 ? Il instaure un embargo sur des fonds suspects volés, de sorte que personne ne puisse les déplacer ou en disposer tant que le cas n'est pas résolu devant un tribunal. Pour ce qui est de l'interdiction de quitter le territoire, c'est également un moyen d'empêcher les suspects d'avoir accès aux fonds à l'étranger, qu'ils pourraient être tentés de mettre à l'abri des autorités nigérianes. Et dans un sens, cela permettra également de faire avancer les procès rapidement, parce que si cet argent vous appartient réellement, il ne sera pas sous embargo pendant 15 ans. Si c'est votre argent, vous le gardez. Si ce n'est pas le vôtre, vous le rendez au trésor. Voilà l'essence de cet ordre. Garba Shehu, le porte-parole de la présidence nigériane, au micro de Rosie Collier du service en langue anglaise de RFI. Merci d'écouter la radio du Monde. Bon début de journée. Il est 7h43 à Abuja.